Bonjour, c'est maintenant le troisième épisode de la première partie sur les fondamentaux. Je vais tout d'abord tenter d'expliquer quelques notions, termes, autour de l'intelligence artificielle qui sont largement utilisés et qui, je crois, ne sont pas toujours bien compris. Plus précisément, je vais parler d'apprentissage profond, décrire ce qu'est qu'un espace latent, un LLM. Je finirai ces explications en parlant du fine-tuning. La fin de cette troisième partie est consacrée à préciser ce que l'on entend par IA générative, le cœur de toute cette présentation. Voici donc quelques notions importantes dans l'IA d'aujourd'hui qui peuvent nécessiter quelques explications. On entend beaucoup parler d'apprentissage profond. Je vais tenter d'en donner une explication. L'apprentissage profond, ou deep learning en anglais, est un sous-domaine de l'apprentissage automatique. C'est ce que l'on a vu à la fin du premier épisode de la première partie. L'apprentissage profond se distingue par plusieurs spécificités. L'apprentissage profond utilise des réseaux de neurones profonds. L'apprentissage profond repose sur des réseaux de neurones multicouches, appelés aussi réseaux de neurones profonds, Deep Neural Network en anglais. Chaque couche extrait des caractéristiques à partir des données brutes, les couches profondes capturant les relations complexes ou abstraites. L'apprentissage profond permet de hiérarchiser les caractéristiques. Les couches du réseau apprennent de manière hiérarchique. Les couches initiales capturent les caractéristiques simples, les bords, les textures des images par exemple. Les couches intermédiaires capturent des motifs complexes, des objets, des concepts, encore une fois pour des images. Et les couches profondes capturent les abstractions élevées, des concepts globaux, des relations contextuelles. L'apprentissage profond permet le traitement de données brutes. L'apprentissage profond peut travailler directement sur des données brutes, des données non détectées comme des images, par exemple des pixels, des textes, par exemple des mots ou des caractères, des prises audio, par exemple des signaux sonores bruts. L'apprentissage profond se caractérise par le volume de données nécessaires. Les modèles d'apprentissage nécessitent de grandes quantités de données pour apprendre efficacement, notamment pour des tâches complexes comme la génération d'images ou le traitement du langage naturel. L'apprentissage profond a capacité à généraliser sur des tâches complexes. Les modèles peuvent résoudre des tâches difficiles comme la reconnaissance vocale, la traduction automatique, la génération d'images, le diagnostic médical. L'apprentissage profond nécessite des ressources importantes. La puissance de calcul. L'apprentissage profond utilise des processeurs, des GPU, pour entraîner les modèles rapidement qui consomment beaucoup d'électricité. Le temps d'entraînement. Entraîner les modèles profonds peut prendre des jours, voire des semaines. L'apprentissage profond est très polyvalent. Il peut s'impliquer à divers domaines. Fusion par ordinateur, traitement du langage naturel, génération de contenu, système de recommandation, bioinformatique, médecine. L'apprentissage profond est sensible aux biais et ne permet pas l'interprétabilité. Les modèles peuvent refléter et même amplifier les biais présents dans les données d'entraînement. On va voir dans un autre épisode ce que sont les biais liés aux données. L'interprétabilité est limitée. Il est souvent difficile de comprendre pourquoi un modèle donne une réponse spécifique. C'est le syndrome dit de la boîte noire. Le second concept évoqué est celui d'espace latent, ou de latent space en anglais. Un espace latent est une représentation de données dans un espace de dimension réduite. Réduite par rapport à la complexité des données utilisées en entrée, que ce soit des images ou un texte. Cette représentation capture les caractéristiques essentielles ou les patterns des données en entrée. En des termes plus simples, c'est un espace mathématique où les données complexes, comme les images ou les textes, sont transformées en un format plus compact
est plus facile à manipuler par une intelligence artificielle. Par exemple, une image en haute définition, de 4 millions de pixels en entrée, peut être représentée par un point dans un espace de plus faible dimension, tout en conservant ses caractéristiques principales comme sa forme, ses couleurs, ses textures. Cet espace est dit latent car les caractéristiques qui y sont représentées ne sont pas directement observables dans les données brutes, mais elles existent sous forme de dimensions cachées ou implicites. Comment sont utilisés les espaces latents dans les modèles génératifs? Durant la phase d'apprentissage, des données d'entrée complexes sont transformées en une représentation plus simple dans cet espace latent. Par exemple, une image d'un visage humain est encodée dans un espace latent où différents aspects de l'image, comme l'âge, l'expression faciale ou la couleur de peau, sont représentés par des dimensions spécifiques de l'espace latent. Dans la phase d'utilisation, le modèle utilise cette représentation latente pour générer de nouvelles images en modifiant ou interpolant les points dans cet espace. Par exemple, en modifiant les coordonnées spécifiques dans l'espace latent, un modèle peut générer des variantes d'une image, changer un visage souriant en un visage sérieux ou modifier la couleur des cheveux ou des yeux. Bon, maintenant, on va voir quel est le lien entre les paramètres d'un réseau de neurones évoqué précédemment et l'espace latent dont on vient juste de parler. Comme déjà évoqué, les points et les biais dans un réseau de neurones sont des paramètres internes qui déterminent comment les informations ou les données en entrée sont traitées par chaque neurone. Ils contrôlent la manière dont une donnée est transformée en passant d'une couche à une autre. Ces paramètres sont établis pendant la phase d'entraînement du modèle et sont utilisés pour effectuer des transformations sur les données d'entrée. Comme on vient de le voir, l'espace latent est une représentation compressée, compacte, des données utilisées en entrée après leur transformation par le réseau de neurones. Il n'est pas une simple collection des poids et des biais, mais plutôt une manière de coder les caractéristiques principales des données originales dans une forme simplifiée. Les poids et biais sont des paramètres qui déterminent comment les données en entrée, par exemple une image ou un texte, sont encodées dans cet espace latent. Ils servent à trouver une correspondance entre les données d'origine et leur représentation dans cet espace plus compact. En pratique, lorsque vous donnez une donnée au modèle, celle-ci passe par plusieurs couches de transformation où les poids et les biais sont appliqués pour aboutir à un vecteur dans l'espace latent. La différence essentielle entre poids et biais et espace latent. Les poids et biais sont des paramètres internes qui définissent le comportement du modèle lors de l'apprentissage et de la génération. Ils ne sont pas la donnée latente elle-même, mais ils sont utilisés pour produire cette donnée latente. L'espace latent, en revanche, est une abstraction des données, représentant une version compressée et même simplifiée des informations complexes. Voilà, j'espère que maintenant c'est plus clair. Un autre terme largement entendu quand on parle d'IA est celui de Large Language Model. Je vais donc tenter d'expliciter ce terme. Un Large Language Model, LMM, ou grand modèle de langage, est un outil conçu pour apprendre à générer du langage naturel dans plein de contextes différents. Voici les principales caractéristiques d'un LLM. Il comporte un réseau de neurones profonds avec des milliards de paramètres. Pour ChatGPT 3.5, on parle de 175 milliards de paramètres et plus de 500 milliards pour ChatGPT 4. Un LMM est entraîné sur d'immenses corpus de texte, des milliards de mots, provenant de sources comme Wikipédia, GitHub, des livres et plein d'articles. Un LMM est capable d'accomplir diverses tâches linguistiques comme la génération de texte, le résumé, la traduction sans entraînement spécifique. Un LMM est utilisé pour des applications aussi différentes que les chatbots, le développement de programmes, le marketing, la communication, la finance, le juridique.
Un LLM est généralement basé sur une architecture de réseau de neurones de type transformer. On a généralement entre 1 et 4 couches, de 10 à 1000 neurones. On est loin des 86 milliards de neurones du cerveau humain. Mais on fait tellement plus de choses que de traiter du langage avec notre cerveau. Le principe d'un LLM est assez simple. C'est un réseau de neurones qui permet, dans sa phase d'utilisation, de déterminer le mot suivant le plus pertinent pour une séquence de mots fournis en entrée. Une fois que le mot suivant a été trouvé, on recommence pour retrouver le suivant du suivant, puis le suivant du suivant du suivant, etc. Je vais essayer maintenant de fournir une explication simple au principe des LLM. Un modèle de langage est un outil qui a une description statistique de séquences de mots que l'on trouve dans les données utilisées en entrée, les textes, les discours. Le language model le plus simple, que l'on pourrait appeler un VSLM, ou pour Very Simple Language Model, est le modèle Unigram. Ce modèle va calculer le nombre de fois où un mot apparaît dans un texte. À la fin, à chaque mot, il va associer la probabilité de trouver ce mot dans un texte. Un modèle bigramme, lui, va calculer le nombre de fois où une paire de mots apparaît dans un texte, ou plutôt la probabilité associée. En utilisant ce modèle, on pourra déterminer qu'après le mot joyeux, on a une forte probabilité d'avoir le mot Noël. Les trigrammes, sur ce principe, sont déjà capables de faire des prédictions intéressantes basées sur 2 mots pour en proposer un troisième. ChatGPT utilise un multigramme avec des suites de 32 000 mots. Et les textes utilisés pour construire son modèle LLM sont ceux disponibles sur Internet. Et donc, pour une suite de 32 000 mots ou moins, il est capable de trouver le mot dont la probabilité est la plus importante par rapport à tous les textes qu'il a analysés. L'utilisation d'un multigramme, aussi appelé n-gramme, est réalisée en 2 étapes. La première est une phase d'apprentissage, durant laquelle les n-grammes sont extraits des données utilisées en entrée. Ensuite, pour chaque n-gramme, on calcule sa probabilité, car un n-gramme donné va certainement apparaître plusieurs fois dans les données utilisées en entrée. La seconde étape d'utilisation consiste, pour une suite de n-1 mots, à considérer tous les n-grammes qui commencent par C n-1 mots. Puis, dans cet ensemble, à trouver le n-gramme ayant la probabilité la plus élevée. Et c'est cet n-gramme qui permet de déterminer le nème mot. Pour information, ChatGPT n'utilise pas exactement des mots, mais plutôt des tokens, des parties de mots. En utilisant cette méthode, on rencontre le problème suivant. Plus n est grand, plus le nombre de n-grammes explose. Plus on a besoin de davantage de données pour un apprentissage efficace et avoir des probabilités intéressantes. Pour finir, les n-grammes ignorent souvent la dépendance à longue portée entre les mots, ce qui peut limiter leur pertinence dans des textes complexes. En synthèse, un LMM est un outil basé sur les n-grammes. Il permet, en fonction d'une suite de mots considérés, de proposer le mot ayant la plus forte probabilité pour compléter cette suite de mots. Et donc, en itérant, un LMM a la capacité à produire du texte. Comment cela fonctionne à l'intérieur précisément? On ne sait pas. Le volume des n-grammes est trop important pour permettre une analyse poussée. L'effet boîte noire joue à plein. Le dernier terme pour lequel je vais tenter de fournir une explication est celui de fine-tuning. Le fine-tuning est une technique essentielle pour le développement de l'IA générative dans les entreprises. Le fine-tuning est une technique qui consiste à ajuster un modèle préentraîné pour une tâche spécifique en complétant l'apprentissage sur des données choisies. Par exemple, des données spécifiques à une entreprise. On complète l'apprentissage avec des données spécifiques pour que l'outil soit plus pertinent grâce à ces données particulières. Cette technique s'applique aussi bien à la génération d'images qu'à la génération de texte, mais aussi à la classification ou à la reconnaissance de séquences. On prend l'outil dans sa version généraliste et on complète son entraînement, son apprentissage, avec des données spécifiques à la tâche souhaitée. L'outil obtenu est monté en compétence sur cette tâche particulière pour lequel il va être utilisé ensuite. Prenons un premier exemple.
celui de l'adaptation d'un chatbot généraliste pour le service client d'une entreprise d'assurance individuelle. On va compléter l'outil par un entraînement sur les FAQ, sur les politiques, les polices d'assurance, les tarifs proposés par l'entreprise pour permettre de fournir des réponses précises et personnalisées avec le contexte et les mots de l'entreprise. Lors de l'utilisation, les réponses relatives à un contrat incluront des éléments fournis lors de l'entraînement complémentaire. Un deuxième exemple, celui de l'adaptation d'un modèle de génération d'images pour un contexte artistique particulier. Par exemple, la bagagerie chez Lancel. Entraînement sur toutes les images contenues dans le catalogue et les matériels publicitaires existants pour ensuite générer des images dans l'esprit Lancel. Lors de l'utilisation, les images auront le style des images utilisées lors de l'entraînement complémentaire. Elles auront donc le look Lancel. Voici les principaux aspects du fine-tuning. C'est un processus d'ajustement des paramètres d'un modèle de machine learning déjà entraîné. L'objectif du fine-tuning est d'améliorer les performances du modèle sur une tâche particulière, sans perdre les connaissances préalables acquises lors de l'entraînement initial. Le fine-tuning nécessite moins de ressources, données et puissance de calcul qu'un entraînement complet depuis zéro. Le processus de fine-tuning implique la collecte de données spécifiques à la tâche. Cette technique permet d'obtenir de meilleures performances que si un modèle spécifique avait été développé et entraîné à partir de zéro. Le fine-tuning est donc une méthode efficace pour spécialiser des modèles d'IA sur des tâches spécifiques, tout en bénéficiant des connaissances générales acquises lors de l'entraînement initial. On va maintenant se concentrer sur les spécificités de l'IA générative. Tout d'abord, on a le terme génératif, qui sous-entend que ce type d'IA produit, génère quelque chose, que ce soit du texte, des images, du son et bientôt de la vidéo. L'IA générative utilise un type de réseau particulier, les GAN. On va voir de quoi il s'agit. Pour finir, on va évoquer les différents types de génération qui peuvent être pris en charge et donner des exemples d'outils pour chacun de ces types. L'IA générative est une catégorie d'intelligence artificielle capable de créer de nouveaux contenus à partir de données existantes et des indications fournies par l'utilisateur. Voici ses principales caractéristiques. Elle peut générer divers types de contenus comme du texte, des images, des vidéos, de la musique ou du code informatique. Elle utilise des algorithmes d'apprentissage profond, notamment des réseaux antagonistes génératifs, des GAN, que l'on va décrire juste après, et les modèles de langage de grande taille, les LLM que l'on vient juste de décrire. Elle apprend à partir de vastes ensembles de données pour produire du contenu original et cohérent. Elle fonctionne généralement en recevant une instruction, aussi appelée prompt, et en générant une réponse ou un contenu correspondant. Ces applications incluent des chatbots, la création artistique, l'aide à la rédaction et la programmation assistée. L'IA générative permet aux ordinateurs de produire du contenu de manière autonome, ouvrant de nouvelles possibilités dans de nombreux domaines pour gagner en productivité, tout en soulevant différentes questions d'ordre éthique sur son utilisation. Les GAN, donc, sont un type de réseau de neurones très utilisé dans l'IA générative. C'est pour cela qu'ils sont présentés ici. Le terme GAN vient de réseau antagoniste génératif. L'architecture est composée de deux réseaux de neurones qui fonctionnent en opposition. On a un réseau générateur qui crée des données et un autre réseau, le discriminateur, qui évalue leur authenticité. Dans ce contexte, on a deux phases pour l'apprentissage. Au cours de la première phase, les flèches en bleu sur le schéma, le discriminateur est entraîné par apprentissage profond, supervisé, à caractériser des images. À supposer que l'on souhaite faire des tableaux dans le style de Pablo Picasso ou des natures mortes, on commencera par fournir un ensemble d'images réelles étiquetées style Pablo Picasso ou nature morte.
de sorte que le discriminateur indique de façon fiable, pour n'importe quelle image, si elle correspond oui ou non à un tableau style Picasso ou une nature morte. Lors de la seconde phase d'apprentissage, des flèches en rouge sur le schéma, le générateur fabrique des images à partir d'une entrée aléatoire. Ces images sont ensuite soumises au discriminateur. Selon que la réponse de ce dernier est positive ou négative, c'est-à-dire si les images sont ou ne sont pas du style Picasso ou des natures mortes, le générateur sera modifié par apprentissage profond supervisé. Ce second cycle, consacré à l'apprentissage du générateur, se poursuit jusqu'à ce que la plupart des images engendrées satisfassent le discriminateur. Autrement dit, qu'elles soient classées dans le style Picasso ou qu'elles correspondent à des natures mortes. Même si les techniques mises en œuvre pour que le générateur apprenne correspondent à celles utilisées pour l'apprentissage supervisé, il n'est pas nécessaire de recourir à une supervision humaine, puisque le discriminateur, qui entre en jeu pour catégoriser les images, cela permet donc de poursuivre l'apprentissage de manière automatique sur de très grandes masses d'exemples. Pour finir, on peut classifier les applications basées sur l'IA générative en fonction de ce qu'elles produisent: du texte, de l'image, du son, plutôt de la musique, de la vidéo, de la voix, ou du texte très structuré comme des programmes informatiques. Ensuite, comme indiqué sur ce slide, la source est fonction de ce que l'on génère. On peut générer du texte en partant soit de texte, soit d'images. De la même manière, on peut créer des images en partant de texte ou d'images. On peut créer de la musique en partant de texte ou de musique, etc. J'ai indiqué les principales applications pour chacune de ces catégories. Mais cette liste bouge pratiquement tous les jours. De nouvelles applications apparaissent. Des applications existantes ont de nouvelles fonctionnalités. Ceci est le reflet de l'ébullition qui agite les entreprises du secteur de l'IA générative. Voilà, cette troisième partie est la fin du chapitre sur les fondamentaux. Le deuxième chapitre est dédié aux nombreux outils basés sur l'IA générative avec un focus sur Midjourney et ChatGPT. À bientôt! Merci Georges. Merci Georges. C'est trop bon.